Bienvenue, chers fans de canards. Après son aventure dans les Badlands, Picsou, en tant que cow-boy, a continué d'être au service de Murdo Mackenzie. Mais hélas, la période des grands transports de bétail arrive à sa fin et Balthazar est renvoyé de son poste. Picsou décide alors de devenir prospecteur, mais ne trouve que du cuivre. Dépité de sa découverte, Picsou se rend dans un saloon et déprime. C'est alors qu'il apprend que le cuivre est désormais très recherché afin de faire les fils permettant de faire passer l'électricité. Ainsi, Picsou se lance dans une carrière de prospecteur de cuivre. Le chapitre s'ouvre comme toujours avec l'album Souvenir de Mathilda. L'album comporte 4 photos. On peut y voir Mackenzie tout sourire, une vache, la petite cabane démontable de Balthazar, ainsi qu'Howard Flersou et son garnement d'office. Divers objets sont aussi sur l'album, comme une pioche, un sac contenant du cuivre, un modèle de lampe électrique élaboré par Thomas Edison, et enfin un télégramme demandant à Picsou de rentrer en Écosse. Le télégramme est envoyé par Western Union. L'entreprise, avant de faire des transferts d'argent, faisait en effet des envois de télégrammes. Face aux barbelés qui quadrillent les grandes étendues où le bétail passait auparavant, même le roi du bétail jette l'éponge et est contraint de se séparer de Picsou. Picsou quitte alors Murdo qui lui conseille d'aller chercher du travail à Butte City. Cette ville existe vraiment dans le Montana. Picsou décide ensuite de se lancer en tant que prospecteur afin de trouver des pépites d'or. Cette reconversion du jeune Balthazar est inspirée de 2 commentaires que Karl Barks avait glissés dans ses toutes premières aventures. Balthazar révélait alors qu'il était devenu prospecteur dans le Montana après sa carrière de cow-boy. La 4e case de la page 2 du chapitre est une copie d'une case de la bande dessinée de Barks, juste un pauvre vieil homme pauvre, datant de 1952. Balthazar fonce tout heureux pour faire examiner une pépite qu'il vient de déterrer dans un bureau de garantie. Les bureaux de garantie sont des institutions créées pour tester la pureté des métaux précieux. Au 19e siècle, ces bureaux recevaient les pépites d'or des prospecteurs. Malheureusement pour Picsou, le bureau lui annonce une bien mauvaise nouvelle. Il n'a pas trouvé de l'or mais du cuivre. Abattu, Picsou trouve une oreille pour écouter ses plaintes en la personne de Marcus Daly, propriétaire de la mine de cuivre d'Anaconda Hill, qu'on voit à la page précédente. La mine de cuivre d'Anaconda et son propriétaire, Marcus Daly, ont réellement existé. Marcus Daly a été un industriel américain ayant effectivement fait fortune grâce au cuivre au début des années 1880 en exploitant la mine de cuivre d'Anaconda avant de fonder un trust américain avec la famille Rockefeller. Un trust américain est un acte juridique permettant la cession de biens. Picsou et Marcus confondent ensuite une ampoule électrique avec une ampoule à huile, ce qui donne un joli coup de jus à Picsou. Le tenancier leur apprend alors que le saloon a l'électricité et que tout le Montana va être équipé. Il leur apprend aussi que l'État a besoin de milliers de kilomètres de fils de cuivre pour faire passer l'électricité. Cette nouvelle lance une frénésie dans toute la ville de Butte City qui se lance dans cet Eldorado du cuivre. Ici, les enjeux sur le cuivre, rarement évoqués, sont rappelés par Don Rosa, qui propose de revenir sur l'établissement de certaines fortunes grâce à cette ressource. On peut aussi remarquer que l'épisode a lieu entre 1884 et 1885, en plein milieu de la révolution industrielle américaine, qui a lieu entre 1865 et 1918. Le déploiement en masse de l'électricité participe grandement à cette révolution. Face à l'afflux du nombre de prospecteurs, les prix des équipements augmentent, et Picsou ne peut pas payer la somme. Il est alors contraint de vendre le dentier en or de son aïeul Kenneth McPicsou. Rosa fait ici référence à l'histoire Arnaque McChican de Barks. La bande dessinée raconte comment Picsou manque de perdre sa fortune car elle ne peut pas présenter les dents en or, car elle dit les avoir vendus pour s'acheter un équipement de prospecteur il y a des années. Un jour, alors que Picsou est en train de travailler, un homme l'interpelle pour lui demander le chemin vers la mine d'Anaconda. Cet homme, c'est Howard Flersou, un richissime canard ayant fait fortune en 1849 pendant la ruée vers l'or. Le prénom de Howard est une référence au livre Le Trésor de la Sierra Madre, où le vieux prospecteur porte ce prénom. Howard est le père de John Flersou, un célèbre rival de Picsou. Barks ne s'est servi du personnage que dans une seule histoire, Plein Gaz, paru en 1961. Ce personnage, qui devait être mineur, a été repris par les dessinateurs italiens qui lui ont donné sa popularité. D'ailleurs, Don Rosa ne savait pas que Barks avait créé le personnage et pensait que cette histoire n'était qu'un clin d'œil de Barks aux auteurs européens. John, qui est un gosse pourri gâté, aperçoit son père parler avec Picsou et insulte Balthazar en disant à Howard qu'il va être contaminé par Picsou. John méprise le travail manuel, qu'il tient pour dégradant et indigne. On comprend ainsi pourquoi les 2 milliardaires sont si différents. John hérite avec facilité de la fortune de son père, Picsou la gagne par le travail et l'arrache dans la douleur. La femme de Howard demande au cocher de continuer son chemin pour ne pas davantage traumatiser son fils. Howard reste donc avec Balthazar et lui montre 2-3 trucs de prospecteur. Après avoir récolté un échantillon du filon de Balthazar, Howard emmène Balthazar en ville
pour faire analyser l'échantillon par un bureau de garantie. Il en résulte que l'échantillon contient 55% de cuivre, soit autant que la mine d'Anaconda. Howard traîne ensuite Picsou au tribunal pour faire constater par le juge que Balthazar a un terrain où la veine d'Anaconda n'est qu'à 5 pieds de profondeur, et que d'après la loi de l'Apex de 1849, celui qui possède la veine la moins profonde possède la veine entière. Picsou est donc propriétaire de toute la mine. Dans le comics Juste un pauvre vieil homme pauvre, Picsou raconte qu'il était en effet propriétaire de la mine de cuivre la plus riche du monde. L'histoire de ce chapitre se base sur l'histoire vraie suivante. Un rival de Marcus Daly s'était fait propriétaire d'une petite veine de cuivre près de l'Anaconda et avait ensuite demandé à ce qu'on lui adjuge toute la mine en se basant sur un obscur statut de 1849 appelé la loi du sommet. Cette loi déclarait que la personne qui possédait la partie d'une veine de minerai la plus proche de la surface du sol était propriétaire de toute la veine, et ce peu importe l'étendue ou la profondeur de la dite veine. Quand Howard annonce la nouvelle à Picsou, il lui précise aussi que d'après la loi, il devra être le seul à revendiquer son terrain lorsque le juge établira l'acte. Malheureusement, toute la ville a entendu la nouvelle. Balthazar, qui estimait et semblait proche des autres prospecteurs, voit enfin ce dont sont vraiment prêts les gens pour réussir. Il perd encore un peu de son innocence ici. Picsou, afin d'arriver en premier sur sa concession, utilise un fil électrique à la manière de Tarzan. Le fil touche Hortense qui devient une véritable automobile. Épuisée, la pauvre jument décide dans un gag d'abandonner par fierté Balthazar. Le juge est embarqué par Howard pour qu'il puisse aller constater la possession de Picsou. On voit que le juge lit Le roi du Mississippi, qui est le livre de John McPicsou. Pendant ce temps, Balthazar affronte dans une bataille dantesque toute la ville et en vient presque à bout. C'est alors qu'un habitant trouve un bâton de dynamite et décide de tout faire exploser. Cet habitant croit avoir emporté la mine, mais Balthazar tombe du ciel à cause de l'explosion et lui atterrit dessus, l'assommant. Parmi tous les habitants assommés se trouve Mickey Mouse. Le juge arrive avec Howard et il adjuge la mine à Balthazar. C'est alors que Marcus Daly, le propriétaire de la mine, vient voir ce qu'il se passe. Howard l'informe alors que Balthazar est le nouveau propriétaire de leur mine. On apprend qu'Howard fait cela car ça l'amuse de faire un trou dans l'héritage de son fils. Howard décide ainsi de son héritier. Il échappe ainsi au fait de tout devoir donner à son fils. Howard fait ça car il se retrouve dans le prospecteur travailleur et méritant qu'est Picsou. Dans la vraie vie, Marcus Daly exploitait un trust américain avec la famille Rockefeller. En anglais, les Flersous s'appellent Rockerduck. Ainsi, les Flersous apparaissent comme des équivalents des Rockefeller dans cette histoire. Daly essaye de faire renoncer Picsou contre un chèque de 10 000 $, mais Balthazar décide d'exploiter la mine. Quand il va en ville avec Howard, les habitants, auparavant accueillants et affables avec lui, se sont transformés et lui réservent un accueil glacial. Décontenancé, le jeune Picsou ne comprend pas pourquoi ses amis agissent ainsi. Howard lui répond que désormais, il aura leur respect, mais plus leur amitié. Howard Flersou va donner à Picsou une leçon importante en tant que mentor de ce chapitre. Roosevelt lui annonçait déjà les prémices au chapitre précédent en lui disant que les grands hommes vivent dans la solitude. Flersou montre au jeune Balthazar que sa quête de la richesse le mènera au malheur. Howard est un homme profondément ancré à son passé de prospecteur, malgré sa réussite commerciale. Il est malheureux alors qu'il est riche. Son plaisir était la difficulté pour obtenir sa fortune, pas vraiment sa fortune en tant que telle. D'ailleurs, il se débarrasse sans problème de sa mine dans le chapitre. Il prévient Picsou que tout le monde lui tournera le dos, une fois riche. Il sous-entend que c'est ce qui lui est arrivé. Cette réflexion sur la solitude annonce les derniers chapitres de la jeunesse. Howard voit d'un mauvais œil la réponse de Picsou, qui lui répond qu'au final, il se fiche de l'amitié des autres et souhaite juste l'argent. Mais Howard retrouve la sympathie qu'il éprouve pour Picsou quand celui-ci accepte l'offre de Marcus, car il reçoit un télégramme urgent d'Écosse lui annonçant que le clan familial est en pleine crise. John Flersou arrive ensuite et reproche à Howard d'être encore en compagnie d'un pauvre. Dans la case suivante, on voit John aller acheter un fouet. Le gag du fouet fonctionne sur un système de setup ou préparation, de payoff ou paiement. Quand Howard est abandonné par la carriole et rencontre Picsou, il pense qu'un fouet pourrait discipliner son fils. Cette case est le setup, et le payoff arrive bien plus loin quand John va acheter un fouet. Picsou embarque ensuite vers l'Écosse via le port de New York et assiste à la construction de la Statue de la Liberté. Les responsables éditoriaux de Don lui interdisaient de mentionner des dates. Alors il a glissé des calendriers et des indicateurs temporels, comme la construction de la Statue de la Liberté, ce qui nous fait comprendre que nous sommes en 1885. Néanmoins, si l'on prend seulement les dates de construction de la statue, il est purement impossible que Picsou ait vu la statue à un tel stade de sa construction. En effet, après de multiples retards, les pièces de la statue arrivent de France en juin 1885, mais sont très loin d'être assemblées sur Liberty Island. Le socle n'étant pas encore assemblé. L'assemblage final des pièces sur l'île ne commencera qu'au printemps 1886, un an plus tard,
alors que Picsou était encore en Afrique du Sud et ne reviendra aux États-Unis qu'en 1902. Nous pouvons constater qu'avec la Statue de la Liberté, nous avons encore une référence à la jeunesse de Picsou à Disneyland Paris. En effet, comme le jeune Balthazar, nous pouvons observer sur un bateau la Statue de la Liberté. Et c'est ainsi que le chapitre et notre analyse prennent fin. On se retrouve pour l'analyse du chapitre 5 de la jeunesse de Picsou, le maître du manoir MacPicsou.